Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, qu'il s'agisse de lutte contre la corruption, de la délinquance financière, de criminalité transnationale, de cybercriminalité ou de conflits du quotidien au sein de la société. La justice malienne est sur tous les fronts. Objectif, préserver la vie sociale, la paix et la quiétude sociale. Une justice que les autorités de la transition veulent plus efficace, plus rapide et plus proche des citoyens. Un chantier d'adaptation et de modernisation entamé à travers un certain nombre de réformes avec des résultats, notamment en matière de relecture des textes, de création de structures et de services. Quel impact cependant sur la marche de l'appareil judiciaire et la distribution de la justice? Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce numéro de Malikoura Tassira, saison 3, consacré à la justice. Vous l'avez compris, nous recevons le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir, monsieur Konaté. Bienvenue sur le plateau de Malikoura Tassira et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec moi pour vous interroger, Issaka Tamboura du journal Le Soft. Bonsoir, Issaka. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Pour commencer donc, je vous propose de suivre ce condensé des activités de votre département. C'est dans un reportage signé Garibou Pérou. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a opéré des réalisations générationnelles au plan des réformes structurelles, institutionnelles et organisationnelles. Les réalisations sont marquées par l'opérationnalisation de plusieurs institutions clés, notamment le pôle national économique et financier, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, la Direction nationale des droits de l'homme, l'École nationale d'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, l'installation des chefs de juridiction et des parquets des cours et tribunaux Bamako, Kaï et Mopti, l'opérationnalisation de la collégialité au niveau des tribunaux de grande instance par des magistrats professionnels, la création de la ligne verte pour dénoncer les abus Binkani Kunafuni. Au plan juridique et normatif, des lois importantes ont été adoptées ou modifiées, notamment l'adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale, les ordonnances portant statut de la magistrature et des greffiers, les lois organiques encadrant les hautes juridictions ainsi que l'adoption d'une dizaine de circulaires destinées à améliorer la qualité des services. Au plan judiciaire, des sessions d'assises ont eu lieu dans les cours d'appel de Kaï, Mopti et Bamako avec des centaines d'affaires jugées, des condamnations prononcées et des amendes dépassant 50 milliards de francs CFA. La session spéciale de Bamako s'est concentrée sur les affaires économiques et financières. En termes de renforcement des capacités, depuis 2022, le ministère a recruté 681 agents et formé plus de 680 grâce à l'Institut national de formation judiciaire. Le recrutement de 316 magistrats en un peu plus de 3 ans, le recrutement de 250 greffiers, le recrutement de 150 surveillants de prison, la création pour la première fois de 75 charges d'huissier, la mobilité des ressources humaines à travers des mutations et nominations des magistrats, greffiers en chef des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Il s'agit d'une première dans l'histoire du Mali indépendant. Au plan budgétaire, un budget de près de 46 milliards de francs CFA a été engagé avec un taux d'exécution remarquable de 93,79%. En termes d'activités événementielles, diverses semaines thématiques ont été organisées, telles que la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, la Journée internationale de lutte contre la traite des personnes, la Semaine de la justice, la Semaine nationale de lutte contre la corruption, la rentrée solennelle des cours et tribunaux, les états généraux des notaires, des huissiers commissaires de justice et des experts judiciaires. En ce qui concerne les conditions de détention, des efforts considérables ont été faits à ce niveau pour améliorer les conditions de détention. On enregistre le transfèrement de 1050 personnes détenues de Bamako vers les maisons d'arrêt, comme par exemple de Kenyoroba, réalisé à plus de 11 milliards de francs CFA par le budget national. Ce transfèrement réduit la surpopulation en milieu carcéral et renforce le respect des droits de l'homme. En matière de coopération judiciaire, le garde des Sceaux a participé à plusieurs événements internationaux
internationaux, comme les segments de haut niveau de la 55e session ordinaire à Genève, le Forum juridique international en Russie, le 9e séminaire technique de la coopération aux Pays-Bas, la 4e édition du Forum mondial de lutte contre le racisme en Espagne. Il a également effectué un voyage d'études et de partage d'expériences sur le désendoctrinement et les structures dédiées à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent à Niamey au Niger. Il a aussi participé à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire au Burkina Faso. En termes de perspective, le ministère en charge de la justice a des programmes ambitieux. On note par exemple le lancement d'un nouveau programme décennal de réforme judiciaire 2025-2034, la dématérialisation des procédures, la création d'une imprimerie de la justice, le développement de la justice pour enfants, l'informatisation des registres, la mise en place du juge des libertés, la poursuite de la réforme de la carte judiciaire, la création en cours de la médaille d'honneur de la justice, l'institutionnalisation en cours du prix de l'intégrité judiciaire feu Daniel Amoguin-Tessugué, la création en cours de la Direction nationale de la justice pour enfants pour ne citer que ceci. Bien entendu, l'organisation prochaine des États généraux de la justice dont le but est de mettre tous les sujets sur la table pour une justice de proximité. Alors, Monsieur le ministre, cela ne date pas d'aujourd'hui, de la transition. Il existe en quelque sorte un certain fossé reconnu entre la justice et les citoyens, un certain manque de confiance. Ce qui est nouveau peut-être, c'est qu'à ce traditionnel manque de confiance, beaucoup de nos compatriotes ajoutent aujourd'hui des accusations de restriction des libertés publiques, des principes démocratiques, des fondements de l'état de droit. Est-ce que vous assumez en vous disant que le contexte l'exige, ou alors vous nous dites que c'est des fausses accusations? Comme vous l'avez dit, la justice constitue les derniers remparts des citoyens contre les abus multiformes dont ils peuvent être victimes. Et cette justice, il est normal qu'elle fasse parler d'elle parce qu'elle a à s'occuper de la vie, de l'honneur, de la dignité, des biens, des personnes. Et elle s'occupe aussi de l'ordre public. Donc, autant de choses qui sont très chères à l'être humain. Donc, ce qui fait que la justice fait forcément parler d'elle. Et dans chaque cas où la justice intervient, elle est amenée à trancher une situation entre deux adversaires. Et la vérité, elle ne peut pas se diviser en deux. Forcément, il y a une qui a raison, il y a une qui a tort. Maintenant, celle qui a raison, alors difficilement accepte qu'elle a tort. Et celle qui a tort accepte difficilement qu'elle a tort. Et donc, je crois que le problème principal part de là. Mais au-delà, il y a aussi un problème de compréhension de la justice et de son fonctionnement par les citoyens. Il y a un certain fossé entre le fonctionnement de la justice, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, et la façon dont elle est perçue par nos concitoyens. Très souvent, les gens voient la justice à l'aune de leurs intérêts, à l'aune de ce qu'ils souhaiteraient que soient les choses. Dans un tel contexte, il est difficile que la justice fasse l'unanimité. Cela dit, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la justice malienne est en train de faire sa mue. Et progressivement, elle est en train d'avoir l'adhésion de la grande majorité des Maliens et des gens au-delà du Mali. Et il faut dire que si, avant 2021, on était à 26-30% d'opinion favorable pour la justice, aujourd'hui, on est à 75% d'opinion favorable. Maintenant, les 25 autres pourcents qui font que certains n'arrivent pas à comprendre la justice, à lui faire confiance, c'est dû au fait que la justice traite, comme je l'ai dit, des choses très sensibles. Quelqu'un qui perd un procès mettant en cause ses relations avec son épouse ou son époux, en perdant ce procès, ce dernier n'oubliera jamais la justice. Tout comme quelqu'un qui perd un champ d'où
provient toute sa subsistance. Monsieur le ministre, il paraît que contester les chiffres que vous venez d'évoquer envoie déjà en prison, donc on ne va pas les contester. Mais que dites-vous par rapport aux restrictions que j'ai évoquées qui sont reprochées aujourd'hui à la justice? Non, ces chiffres ont été établis de manière scientifique à travers un sondage réalisé dans les règles de l'art par un institut très crédible, Malimètre. Donc, comme tout sondage, il peut avoir une certaine relativité, nous sommes d'accord, mais je pense que les bases sont vraiment scientifiques et c'est clairement établi aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas parce que 5% des procès sont mal rendus ou que certains ont perdu leur procès qu'on doit jeter l'opprobre sur toute la justice. D'accord. Les restrictions, monsieur le ministre. Voilà, par rapport aux restrictions, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à une période récente, au Mali, il n'y avait aucune restriction de liberté. Donc les libertés étaient proclamées par la Constitution, par les lois d'application de cette Constitution, et chacun en jouissait librement. Il n'y avait aucune restriction. Maintenant, progressivement, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et des concertations nationales, il a été demandé de revoir le nombre des partis politiques, des associations et autres acteurs intervenant sur la scène politique. Et c'est dans la mise en œuvre de cette recommandation qu'il est apparu nécessaire de procéder à la dissolution des partis politiques et des associations à caractère politique. Au-delà de la dissolution des partis politiques et bien avant leur dissolution, on vous reprochait déjà de restreindre les libertés publiques. Là, c'est un faux procès qu'on nous fait. Et il faut dire que nous n'avons pris aucune mesure en cette période pour restreindre les libertés. À travers des textes de loi, cela n'est pas arrivé. À travers l'exercice non plus, cela n'est pas arrivé. Les seuls cas où on a été obligé d'intervenir, c'est lorsque, en exerçant les libertés, les personnes finissent par enfreindre la loi. Par exemple, en exerçant sa liberté, quand un individu heurte dangereusement l'ordre public, il sort de l'exercice de ses droits, de ses libertés, pour se transformer vraiment en acteur qui viole la loi. Lorsque la personne, en le faisant, insulte des gens, donc porte atteinte à l'honneur, à la dignité des citoyens, dans ce cas, elle sort de l'exercice de la liberté pour être quelqu'un qui viole la loi. Bon, nous l'appelons délinquant. C'est vrai que quand on le dit comme ça, les gens le prennent péjorativement. Mais pour un juriste, le délinquant, c'est celui qui viole la loi. Donc, la personne devient un délinquant. Donc, dans ces cas de figure, la personne sera poursuivie pour cet acte de délinquance qui a été posé et non pour avoir exercé sa liberté. Monsieur le ministre, depuis peu, il y a cette question du renouveau de la justice qui est d'actualité. Et récemment, des textes ont été élaborés et adoptés, et le code pénal et le code de procédure pénale. Est-ce que, monsieur le ministre, vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles ces textes ont été élaborés et les principaux avantages que ces textes intègrent dans le domaine de la justice? Depuis un certain temps, la justice a amorcé un véritable renouveau à travers des réformes institutionnelles et juridiques qui sont en train vraiment de changer complètement son visage. Et pour comprendre l'ampleur des réformes, il faut partir du passé, où la justice était caractérisée par sa lenteur excessive, la lourdeur des procédures, des accusations de corruption, d'abus, et beaucoup d'autres vraiment situations qui n'étaient pas reluisantes. Maintenant, il fallait, à notre arrivée, réformer cette justice en profondeur pour lui donner ses lettres de noblesse. Et pour cela, nous avons entamé un certain nombre de réformes sur le plan institutionnel à travers la création de nouvelles structures, environ 7 structures, le pôle national économique et financier, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, la direction nationale des droits de l'homme, l'école nationale d'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, l'agence de recouvrement des gestions et des avoirs saisis et confisqués, donc la cour administrative d'appel, donc autant de structures qui ont été créées en un laps de temps très court. Ensuite, il fallait réformer les règles juridiques
Donc à ce niveau, nous avons entamé des réformes de fond qui ont consisté à revoir le statut de la magistrature, le statut des greffiers. Nous avons aussi adopté le code pénal, le code de procédure pénale, et le statut de l'apatride au Mali. Donc une dizaine de textes ont été adoptés à ce niveau. Et tout cela nous a amené à changer les outils de travail, la gouvernance de la justice et pour permettre aux acteurs d'être beaucoup plus performants en mettant à leur disposition les moyens dont ils avaient besoin pour être efficaces. L'objectif de cette réforme, c'était de rapprocher davantage la justice des justiciables, de rendre la justice performante, de la rendre encore plus efficace afin que les citoyens puissent être satisfaits du service public de la justice. Monsieur le ministre, malgré cela, oui. Aujourd'hui, il est évident que beaucoup de citoyens pensent que les procédures sont lentes. Oui. Et il y a des citoyens aussi qui se plaignent de n'avoir pas accès à la justice. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez afin que tous ces citoyens-là puissent avoir accès à la justice et que les procédures aillent vite? Ok. Et sur ce plan, il faut dire que nous allons continuer à renforcer ce qui existe déjà. Il faut dire que par rapport à l'accès à la justice, nous avons pris beaucoup de mesures allant dans le sens du rapprochement de la justice des justiciables. Et à ce niveau, nous avons une ligne verte, Bingani Kunafoni, qui permet aux justiciables de dénoncer les différents cas d'abus, de dysfonctionnement au niveau de la justice. Nous avons affiché les tarifs des frais de justice au niveau de toutes les juridictions afin que les citoyens soient correctement informés. Et nous avons veillé à ce que toutes les juridictions puissent fonctionner de manière optimale. Et même à l'intérieur du pays, au nord, donc nous avons veillé à ce que les juridictions puissent soit être opérationnelles sur place dans leur ressort territorial ou en les délocalisant au niveau des régions où la sécurité est beaucoup plus présente afin que la justice fonctionne et qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, à côté de cela, nous sommes en train de recruter suffisamment de personnel pour que nous puissions avoir un nombre important de personnel judiciaire pour pouvoir rendre le service public de la justice aux citoyens. Nous sommes en train aussi de doter les juridictions en moyens. Toutes les juridictions du pays ont été dotées en matériel, donc des matériels mobiliers de bureaux et autres qu'on a envoyés au niveau de toutes les structures. Nous sommes en train de continuer les formations, donc au niveau de l'Institut national de formation judiciaire et l'inspection des services judiciaires aussi en train d'agir de manière optimale pour que chaque cas de dysfonctionnement qui est signalé puisse être pris en compte rapidement. Alors, retour un petit instant sur les textes, tous les textes que vous avez évoqués, Monsieur le ministre. Est-ce que tous les textes que vous avez évoqués sont aujourd'hui en vigueur? Est-ce que l'appareil judiciaire au Mali marche aujourd'hui selon de nouvelles normes? Oui, il faut le dire, au niveau de la justice, les réformes ne sont pas faites pour les placards. Nous les mettons en œuvre. Donc c'est pourquoi vous avez constaté sur les 7 structures qui ont été créées, elles ont été toutes rendues opérationnelles à la date où je vous parle. Toutes les structures ont été rendues opérationnelles en leur dotant d'un siège, d'un personnel conséquent et des moyens pour pouvoir fonctionner. Donc ces structures sont en train de fonctionner et de faire des résultats. Et il faut dire aussi que les autres réformes qui ont été mises en place, elles sont en train d'être appliquées de manière progressive. Le code pénal, le code de procédure pénale? Le code pénal, lui, il est déjà en vigueur depuis sa promulgation le 13 décembre 2024. Quant au code de procédure pénale, il entrera en vigueur 6 mois après, c'est-à-dire le 13 juin 2025. Donc, pour ce qui est du code pénal, toutes les infractions qui sont prévues dans ces textes-là sont en train d'être appliquées. Donc, s'agissant du code de procédure pénale, les dispositions nouvelles qui sont prévues dans ces textes vont être d'application à partir du 13 juin. Donc, les choses évoluent. Et aujourd'hui, il faut dire que toutes nos structures sont en train de fonctionner à l'aune des textes qui ont été élaborés. Le statut de la magistrature qui a été adopté, il est déjà appliqué. Le statut des greffiers, avec les modifications qui ont été insérées, est déjà appliqué. Donc, le statut de l'apatride a été récemment adopté par le Conseil national de transition. Donc, il va être mis en application. Avec quel impact déjà à ce stade?
Ce qu'il faut dire, c'est que ces différentes réformes sont vraiment en train de produire des résultats à la satisfaction des justiciables, à la satisfaction de tous les observateurs avisés de la scène politique et des institutions judiciaires. Aujourd'hui, vous pouvez aisément constater que les sessions d'assises se tiennent régulièrement. Il fut un moment où on n'arrivait pas à tenir une session d'assises dans l'année. Donc aujourd'hui, on a au moins 2 sessions d'assises qu'on tient par année et on arrive même à tenir des sessions spéciales de la Cour d'assises consacrées à certaines thématiques particulières, notamment la lutte contre la corruption et la lutte contre les violations graves des droits de l'homme. Donc cela est vraiment courant et les choses continuent avec un impact qui est appréciable. La question des ressources humaines, Monsieur le ministre, apparemment, elle est criarde à votre niveau. Une étude de 2019 pointe d'ailleurs les insuffisances en la matière. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer, dans ce sens, la distribution de la justice au Mali? Et vous avez parfaitement raison. Les ressources humaines constituent vraiment un élément central de réussite des réformes et du bon fonctionnement de la justice. Et au Mali, malheureusement, dans le secteur judiciaire, nous avons hérité d'un personnel qui était en deçà vraiment des besoins de la justice. Et par exemple, en termes de magistrats, aujourd'hui, des chiffres de décembre, nous comptions 499 magistrats pour une population de près de 23 millions. Ce qui fait un ratio de 1 magistrat pour 40 000 habitants, alors que les normes au niveau international, c'est 1 magistrat pour 10 000 habitants. Donc pareil pour les greffiers, pareil pour les avocats, donc à tous les niveaux, il y a un déficit. Donc maintenant, pour combler ces déficits-là, nous avons pris des dispositions pour faire des recrutements massifs sur 3 ans, afin de pouvoir remonter la pente. Donc c'est pourquoi, en 3 ans, nous avons recruté 316 auditeurs de justice. Certains sont en stage pratique dans les juridictions, certains sont en formation à l'Institut et d'autres vont entrer au centre de formation de Bafo. Et nous avons aussi recruté 240 greffiers en chef stagiaires et 125 agents du cadre de la surveillance des services pénitentiaires. Donc ces recrutements, nous aimerions pouvoir les continuer afin d'avoir vraiment un personnel robuste, bien formé, qui puisse nous permettre vraiment d'atteindre tous nos objectifs. Personnel robuste, vous avez dit, ça veut dire que les bases du recrutement doivent être claires, transparentes. Est-ce que vous êtes à ce niveau aujourd'hui? Oui, à ce niveau, nous avons vraiment la chance d'avoir le chef de l'État, le président de la transition, qui est vraiment engagé à ce que tous les concours, tous les recrutements se fassent dans la transparence la plus totale. Et cela nous a permis de faire des recrutements vraiment de manière transparente, de manière objective. Les meilleurs ont été recrutés. À titre d'illustration, lors du concours de 2023 déjà, nous avions 29 auditeurs qui avaient passé simultanément au concours des auditeurs et au concours des greffiers. Certains avaient même passé au concours des auditeurs militaires. Et en 2024, nous avions pratiquement tous ceux qui avaient passé au concours de recrutement du barreau, donc qui avaient passé aussi au concours de la magistrature. C'est pour dire qu'on a choisi vraiment la crème donc, dans ce personnel-là. Et cela a été possible grâce à cette volonté politique dont j'ai parlé, parce qu'il fut des moments où certains ministres n'ont pas voulu organiser des concours de peur qu'on leur impose des quotas et autres. Et sur ce plan, je salue l'engagement du président de la transition qui nous a dit organiser des concours transparents. Je n'ai pas de quotas, je ne recommande personne. Et si certains vous approchent pour essayer d'influencer quoi que ce soit, signalez-moi les noms de ces personnes et je prendrai les mesures qui s'imposent. Donc là, nous étions à l'aise. Nous avons pu organiser les concours de manière transparente avec une équipe dynamique, une équipe qui partage ses valeurs et qui s'est donnée
au travail de manière vraiment remarquable. Aujourd'hui, quand vous observez, la proportion des personnes en détention préventive dépasse largement celle des condamnés. Et cela, quelquefois, est dû à cette lenteur de la justice. Et on parlera également de ces conditions de vie de ces prisonniers. Quand vous observez aujourd'hui le pénitencier de Bamako-Koura, la MCA de Bamako, regorge plusieurs prisonniers. C'est-à-dire les prisonniers qui sont là dépassent largement le nombre que ce centre-là doit accueillir. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous envisagez afin que les procédures aillent plus vite et que ces personnes qui sont détenues préventivement puissent avoir accès à la justice? La lenteur de la justice est due à plusieurs facteurs. Un des facteurs, comme je l'ai souligné, c'est la faiblesse du personnel par rapport au volume des affaires. Par exemple, vous prenez une juridiction comme la commune 1, ce n'est pas moins de 5000 dossiers qui sont traités dans cette juridiction par an, alors que le nombre de magistrats ne dépasse pas 10. Donc, c'est la même chose au niveau de toutes les juridictions. Il y a un déficit de personnel. Et je dois vous dire que lors des mutations passées, à cause de ce déficit, nous avons été obligés de fermer beaucoup de cabinets d'instruction. En commune 3, il y a 2 cabinets qui sont fermés. À Kati, il y en a 2 qui sont fermés et un peu partout. Et il y a des juridictions où on a pu donner que le personnel minimum pour fonctionner. Il suffit qu'un des magistrats tombe malade, le système s'arrête parce qu'on n'a pas le personnel requis pour cela. Et nous sommes en train de recruter pour corriger cela. À côté de cela, il y a la complexité des affaires. Donc, une affaire banale, donc, un fait qui se commet instantanément, un vol simple, et ne connaîtra pas le même dénouement qu'une affaire complexe de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme. Donc là, la complexité des affaires va aussi déterminer le temps de traitement de ces dossiers. Dans certains cas, il faut aller faire des commissions rogatoires à l'international, demander l'extradition de certaines personnes, aller chercher des preuves à l'extérieur. Donc tout cela crée des problèmes. Mais au-delà, il faut aussi dire que dans certains cas, ces lenteurs peuvent être dues aussi au fait que certains personnels ne mouillent pas les maillots comme il le faut. Cela peut aussi exister. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour que ces personnes-là mouillent les maillots? Vous, en tant que ministre de la Justice, de loin, vous observez vos services. Et quelquefois, ça, c'est Nous sommes en train de faire tout ce qui est possible légalement, notamment l'inspection des services judiciaires tourne autour de tous les services qui sont contrôlés annuellement et de manière régulière. Les chefs de juridiction ont été instruits d'exercer et de parquer leur contrôle interne sur les agents qui sont à leur niveau, et les justiciables, leurs avocats, ont la possibilité de saisir le ministre de la Justice et les différentes instances pour dénoncer les lenteurs, les cas d'abus et autres. Tout cela nous permet vraiment de traiter au cas par cas les situations qui nous sont déférées. Au-delà, vous avez parlé aussi de conditions de détention. À ce niveau, il faut dire que le Mali est un pays pilote par rapport aux conditions de vie carcérales, par rapport à l'alimentation, par rapport à la santé. Nous faisons des prouesses à ce niveau-là. Il faut dire que les dotations des maisons d'arrêt sont régulièrement livrées. Et nous avons mis en place un système où c'est un huissier de justice, ici au commissaire de justice, qui vient constater la livraison des quantités. Et donc, avec des partenaires, nous veillons à ce que les rations soient équilibrées et que chaque détenu puisse avoir la ration à laquelle il a droit légalement. Maintenant, pour ce qui est de l'occupation de l'espace, vous l'avez dit, à la maison d'arrêt, nous avons une pléthore, et à la maison d'arrêt de Bamako, dans certaines autres maisons d'arrêt aussi. Nous sommes en train de mener beaucoup d'activités pour que cette pléthore diminue. Par exemple, à la maison d'arrêt de Bamako, nous avons fait plus de 22 transfèrements en direction d'autres maisons d'arrêt où les effectifs sont moins importants, tels que Kenyoroba, Koudikoro, Kati, Djoila, un peu partout. Et cela a permis d'assurer le transfèrement de plus de 1700 détenus de la maison d'arrêt de Bamako vers d'autres centres. Cela a permis vraiment d'alléger de manière substantielle l'effectif que nous avons à ce niveau. Nous reconnaissons qu'à présent, ce n'est pas conforme aux standards,
mais les efforts vont continuer afin que les choses puissent être allégées. Parlons de deux chantiers majeurs, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, c'est le même chantier, et le cyberespace, l'assainissement donc du cyberespace. Oui. Ces deux chantiers qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Commençons par la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Oui. Quel bilan est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui de cette lutte? Il faut dire qu'aujourd'hui, le bilan il est vraiment très encourageant. Donc, nous avons beaucoup de structures qui ont été auditées et à la suite de ces audits, donc des dossiers ont été montés qui sont en cours d'investigation, d'instruction et de jugement au niveau du pôle national économique et financier, au niveau de la Cour d'appel et au niveau de la Cour suprême. Donc ces procédures sont en train d'évoluer et beaucoup de dossiers ont déjà été jugés lors des sessions spéciales des cours d'assises qui ont été organisées. Et nous avons pu à l'occasion procéder à des recouvrements donc records. Et courant l'année 2024, quand vous voyez l'ensemble de ce qui a été en tout cas récolté en termes d'avoirs criminels pour ce qui concerne les cautions, les restitutions, ainsi que les versements qui sont effectués volontairement, les condamnations, le cumul est à plus de 400 milliards de francs CFA. C'est de l'argent qui entre véritablement dans les caisses de l'État? Oui, qui entre dans les caisses de l'État, sans compter les biens qui ont été saisis, les matériels qui ont été rendus indisponibles, qui sont sous main de justice et qui doivent à la longue être confisqués donc, lorsque les responsabilités seront situées. Donc à ce niveau, vraiment, les choses évoluent. Et vous avez pu aussi, à travers cette lutte contre la corruption, vous rendre compte du fait que personne n'est au-dessus des lois, personne n'est intouchable. Dans tous les secteurs de la vie, dans toutes les couches sociales, il y a eu des interventions. Vous avez vu des hauts gradés de l'armée qui ont été concernés, des hauts cadres de l'administration qui ont été concernés, des opérateurs économiques, donc toutes les couches de la société. Donc personne n'est à l'abri. Il suffit de bien se comporter pour échapper à cela. En quoi est-ce que les réformes que vous entreprenez, que vous avez entreprises, permettent d'avancer sur le chantier de la lutte contre la corruption et la délinquance financière? Les réformes sont essentielles pour que nous puissions avancer, parce que c'est à travers ces réformes que nous corrigeons les différentes imperfections que nous constatons dans les dispositifs. C'est à travers ces réformes aussi que nous parvenons à rendre le système beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Donc, c'est pourquoi les différentes réformes qui ont été entreprises, notamment à travers le Code pénal et le Code de procédure pénale, donc, ont permis d'aboutir à la suppression des cours d'assises. Donc, cela va permettre, au lieu que les dossiers puissent être jugés en session d'assises une ou deux fois par an, on aura des jugements au niveau des chambres criminelles qui pourront se faire chaque semaine. Chaque semaine, les dossiers criminels pourront être jugés. On n'a pas besoin d'aller aux assises, à leur formalisme et à la lourdeur, au budget que cela requiert. Donc les dossiers qui sont prêts peuvent être jugés chaque semaine au niveau des différentes juridictions. Ça, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, c'est qu'on a rendu les infractions criminelles en matière d'atteinte aux biens publics imprescriptibles. Cela veut dire que ceux qui s'attaquent aux biens publics, même s'ils venaient à franchir les frontières du pays, à aller ailleurs, ils peuvent se promener, mais quand ils reviendront, donc, on pourra toujours reprendre les procédures, donc ça ne se prescrit jamais. Et nous avons aussi systématisé les enquêtes parallèles de blanchiment des capitaux chaque fois qu'il y a atteinte aux biens publics, parce que les biens qui sont subtilisés sont destinés à être blanchis. Donc l'enquête de blanchiment permet non seulement d'allonger les délais de traitement des dossiers, mais aussi d'être efficace parce que ça permet de saisir tous les biens qui ont été en contact avec les biens illicites. Et même en cas de décès des personnes mises en cause, le patrimoine reste saisi. Donc le blanchiment permet d'offrir vraiment cette capacité. Nous avons aussi, à travers ces réformes, fait en sorte que les immunités ne puissent pas être invoquées tous azimuts pour se dérober à l'action de la justice. Les immunités ne jouent que dans le cadre des mandats pour lesquels ces immunités ont été mises en place. Donc, un député ou quelqu'un d'autre qui bénéficie d'une immunité ne peut pas
s'abriter derrière cette immunité si sa gestion les rattrape. Donc, parce que la gestion est autre chose que son mandat. Donc, ça, c'est quelque chose de très remarquable qui a été instauré. Et nous allons aussi avoir le collège de la liberté et des détentions, donc, qui va permettre à ce que, au lieu que ce soit un seul juge d'instruction ou bien un seul procureur qui décide du sort d'une personne à placer sous mandat de dépôt ou pas, que ce soit au moins 3 personnes qui examinent les dossiers et qui décident s'il y a lieu ou non de placer la personne et s'il y a lieu ou non de libérer la personne. Nous avons aussi le juge de l'application des peines. Cela va permettre de moduler la peine en fonction de la personnalité du délinquant, en fonction de ses performances et en fonction de l'évolution de sa situation. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le cas de ces magistrats par exemple au pôle économique et financier, où il y a des citoyens qui partent reverser des fonds. On a aussi constaté des cas de médiation pénale avec certaines sociétés. Il y a des milliards, des dizaines ou des centaines de milliards de francs CFA qui sont versés dans les caisses de l'État. Et c'est à l'œuvre des magistrats. Est-ce que, monsieur le ministre, ces magistrats-là qui font ce rôle de service d'assiette, il y a quelque chose qui leur est réservé comme part dans cette affaire? Donc, à ce stade, non. Pour ne pas les frustrer. Et voilà, à ce stade, en tout cas, ils sont félicités. Nous les félicitons pour ce travail remarquable de patriotisme qu'ils sont en train de faire pour renflouer les caisses de l'État. Mais il n'y a pas de ristourne, comme cela s'est fait dans les services financiers ou autres. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais je crois qu'à la longue, on peut réfléchir à cela pour les encourager à être encore beaucoup plus performants. Sinon, c'est des gens qui sont exposés, mais ils arrivent à tenir, donc à résister à toute tentation pour faire rentrer des milliards dans les caisses de l'État. Donc ils doivent être félicités et remerciés pour cet acte de patriotisme. Le cyberespace est un monde aujourd'hui qui intègre le nôtre. Et il ne se passe pas une seule journée sans qu'un Malien ne se sente lésé, ne se sente atteint dans sa dignité et son honneur. Et une brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité est en place dans un pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Monsieur le ministre, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, le fléau continue de faire des ravages. Est-ce que vous pensez que la réponse est suffisante? La cybercriminalité constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des Maliens, mais pas que. C'est une préoccupation à travers le monde où il n'est pas rare de voir des personnalités, des acteurs du showbiz et d'autres personnes attaquées dans leur dignité, dans leur honneur, donc à travers les réseaux sociaux, où des faits leur sont imputés qui n'ont aucune réalité, où souvent des faits réels sont manipulés dans un certain sens. Donc, face à cela, nous avons initié des réponses. La première réponse, c'était la loi sur la cybercriminalité datant de 2019, qui créait déjà les cadres et qui permettait d'identifier les différentes infractions donc, au cyberespace qu'il fallait identifier. Ça, c'était un premier aspect. Deuxième aspect, il fallait mettre en place un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité afin que cette loi qui a été adoptée puisse être mise en œuvre. Ce pôle a été créé, il est aujourd'hui fonctionnel avec sa brigade, ses juges d'instruction, ses substituts et les procureurs, ses chambres de jugement. Et aussi avec une extension au niveau de la cour d'appel où nous avons des chambres spécialisées qui interviennent en cette matière. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à la période qui précédait la mise en place de cette brigade, il faut reconnaître qu'il y a un changement radical. Il fut un moment où les gens s'insultaient père et mère et de manière crue sur les réseaux sociaux. Je crois que cette période est derrière nous aujourd'hui. C'est grâce à l'action que les acteurs de la lutte contre la cybercriminalité ont menée de manière efficace. Mais tout n'est pas terminé. À présent, il y a des gens qui continuent. On s'attaque aux institutions, on s'attaque aux personnalités, on s'attaque aux citoyens lambda, donc en essayant de l'atteindre dans sa dignité, en essayant de l'atteindre dans son honneur, et c'est des choses qui sont inadmissibles. Cela dénote aussi de la fragilité de notre société par rapport à ce qui est permis et à ce qui n'est pas permis. Je crois que ce qui se passe sur le cyberespace, c'est le reflet de ce que la société est
dans la réalité. Monsieur le ministre, on vous reproche ici aussi de vouloir faire taire les voix discordantes. Parce Pas que du c'est là tout. qu'elles s'expriment le plus. Pas du tout. Il faut noter aussi que tant dans le cyberespace que dans l'espace réel, les critères qui nous guident, c'est la préservation de l'ordre public, la protection de l'honneur et de la dignité des citoyens. Disons un mot des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Oui. Le Mali presque constamment sous le feu des critiques. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le ministre? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'existe aucun pays au monde où les droits de l'homme sont respectés de manière absolue. Cela n'existe pas. Mais chaque pays essaie de faire des efforts pour que les droits de l'homme puissent avoir une certaine réalité. Et sur ce plan, il faut saluer et féliciter le Mali par rapport à ce qu'il est en train de faire. Difficilement, un pays qui vit dans le contexte qui est le nôtre peut arriver à avoir un certain équilibre entre l'exercice des droits publics, la sauvegarde de l'ordre public. C'est très difficile. Dans ces combats-là, le Mali est en train de faire vraiment tout ce qui est possible afin que les libertés soient reconnues, qu'elles s'exercent, mais dans les limites prévues par la loi. Et même dans la lutte contre le terrorisme, les acteurs qui sont engagés sur le terrain sont formés au droit international humanitaire et veillent à ce que les prisonniers de guerre soient traités avec dignité, à ce que les dégâts collatéraux soient les moins possibles dans leur réalisation. Donc beaucoup d'efforts sont en train d'être faits à ce niveau. Mais cela dit, il y a toujours des gens qui sont dans l'instrumentalisation, dans la politisation des questions des droits de l'homme pour essayer d'accuser nos forces de l'ordre, d'accuser nos autorités d'atteinte aux droits de l'homme alors qu'il s'agit de situations où il n'y a pas eu d'enquête, rien n'est établi et c'est des manipulations. On a vu des cas comme ça où certains criminels de grands chemins, des groupes armés terroristes, arborent les tenues des forces de l'ordre pour aller commettre des infractions qu'on attribue aux forces de l'ordre. Ces cas existent. Donc il y a des cas de manipulation et autres que nous combattons, que nous condamnons avec la dernière énergie. Mais cela dit, le Mali, en tout cas, se bat de toutes ses forces et nous avons instruit à ce que des enquêtes soient systématiquement ouvertes chaque fois qu'il y a des dénonciations concernant des violations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons un tableau de bord qui récapitule tous les cas de violations qui ont été perpétrés sur le territoire malien. Monsieur le ministre, je vous propose à présent qu'on suive quelques réactions de Maliens sur le travail de la justice. C'est un micro-trottoir réalisé par l'ANCD. La justice, c'est le lieu du refuge du pauvre. C'est le lieu du refuge du déshérité. C'est le lieu du repos des gens qui n'ont pas d'autre alternative que de se mettre à la merci. C'est pourquoi quand le citoyen est blessé dans ses droits, blessé dans ses sentiments, blessé dans son travail, blessé dans son avenir, il s'adresse à la justice. Tout le monde est égaux en droit. Ça, c'est à partir de chez nous-mêmes, la charte de Kouroukanfoua qui le dit et qui est repris par les Nations Unies des centaines d'années après. Maintenant, c'est nous qui sommes au cœur. Si nous n'oublions pas d'où nous venons, nous saurons où nous allons. Et chemin faisant, on se corrige. Et il se trouve que les hommes doivent se pardonner, se tolérer, parce que chacun est égal en droit. Donc pour le droit de l'homme concernant le Mali, moi je dirais d'entrée de jeu qu'il faut obligatoirement qu'on se respecte, comme je l'ai dit tantôt, les uns les autres. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas autre chose, c'est uniquement question de politique. Si la politique sied aux aspirations de son peuple, il n'y a pas de problème que les choses iront dans le droit chemin.
Mais si nous faillissons, on va dériver. Nous remarquons dans ces dernières années, sur les réseaux sociaux, il y a des injures graves, il y a toutes sortes de bêtises. Il faut que des mesures vraiment très efficaces soient prises pour que certaines bêtises soient cessées et de permettre à tous les individus, chacun d'entre nous, vraiment d'être dans son droit. Monsieur le ministre, on va donc continuer dans cette dynamique de réforme et on va vous demander qu'est-ce que l'avenir immédiat nous réserve en quelques mots vraiment. Ok, à ce niveau, il faut dire que déjà nous sommes avancés dans le cadre de l'adoption du programme décennal de la justice, donc qui va prendre la place de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice pour les 10 années à venir, 2025-2034. Donc, c'est là que sont dégagés tous les axes d'intervention au niveau de la justice pour définir la justice de demain. Donc, ça va aller avec les renforcements et la capitalisation de tout ce que nous avons fait et de nouvelles perspectives. À côté de cela, nous sommes en train de mettre en place la médaille d'honneur de la justice pour récompenser les mérites de ceux qui se sont illustrés vraiment à travers leur comportement, à travers leurs actions. Tout comme le prix de l'intégrité judiciaire Daniel Amagouin Tessougué, que nous allons aussi mettre en place, créer pour que les meilleurs puissent être récompensés. Nous allons continuer aussi à mettre en place d'autres réformes, notamment la politique pénitentiaire, donc la première qui sera mise en œuvre depuis l'indépendance de notre pays. Donc le document a été validé, il va être introduit dans les circuits d'adoption. Nous avons aussi la stratégie genre du ministère de la Justice qui est en cours d'adoption. Nous avons beaucoup d'autres textes qui sont dans les circuits d'adoption que nous allons mettre en œuvre afin de permettre à la justice de retrouver son efficacité. Mais ce qu'il faut dire, à côté de toutes ces réformes, il y a une réforme majeure qui permettra vraiment de rendre la justice plus performante. Ça, c'est la digitalisation des paiements et des procédures. Ça, vraiment, ce sera le clou. Avec cette digitalisation des moyens de paiement, il y aura moins de déperdition des ressources. Ensuite, la digitalisation des procédures va nous permettre de gagner en temps et en efficacité. Donc là, on pourra mettre en œuvre des procès par visioconférence, où les gens peuvent être cités en ligne, déposer leurs conclusions en ligne, pouvoir consulter les dossiers en ligne. Et vraiment, les jugements vont se faire de manière plus efficace, à moindre frais. Donc ça, c'est vraiment la réforme majeure que nous sommes en train de conduire. Nous avons déjà un logiciel qui est conçu, qui est en train d'être expérimenté dans certaines juridictions. Nous allons l'étendre à toutes les juridictions dans les prochains jours. Nous vous souhaitons bon vent, Monsieur le ministre, sur tous ces chantiers. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, Saga Tambouran. Merci, mon frère. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Malikoura Tassira revient demain, même heure, même antenne. Vous retrouverez le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, en version Bamanankan. Un entretien conduit par Bourama Kane Beka. Excellente soirée et bonne suite de programme sur le RTM.